Bon, bah déjà, merci merci de nous recevoir. Et donc, je suis Sylvie Laroche, je suis coordinatrice de l'association Caramel déjà depuis un certain nombre d'années. Coordinatrice générale de l'association, c'est-à-dire que je m'occupe de partie administrative de l'association, mais aussi pendant de nombreuses années j'ai coordonné les programmes. Alors là je commence à laisser un peu la main parce que j'ai d'autres missions qui sont la coordination territoriale de l'éducation thérapeutique pour le département du Cher, donc qui est une mission ARS qui est rattachée à une coordination régionale, un pôle régional de ressources et de compétences en éducation thérapeutique. Voilà. Donc la diapo suivante. Donc Caramel, probablement, peut-être, vous avez entendu parler. Donc c'est d'abord, bon, ça existe depuis 2002, avec l'idée d'accompagner les personnes diabétiques, mais de les accompagner sur le plan éducatif, c'est-à-dire de les aider à comprendre leur maladie et à apprendre les choses. On va y revenir. Donc on a commencé avec un programme diabète de 2002, on a continué avec un programme obésité de l'adulte, ce qui est déjà beaucoup moins connu parce qu'on est très très identifié diabète, mais très peu identifié autrement. Donc on a un programme obésité adulte qui a démarré à partir de 2008. Et puis beaucoup plus récemment, en 2021, on a développé le programme obésité, mais cette fois obésité surpoids à destination des enfants et adolescents et de leurs familles. Et puis enfin, on s'est rencontrés en mai dernier, donc ça fait à peine un an, à peine un an, et du coup on a développé ce programme qu'on a appelé Rocker, renforcer, optimiser son cœur, pour donc aider les patients insuffisants cardiaques. À chaque fois, c'est important pour nous de dire que ces programmes sont construits, faits avec des patients, avec des représentants de patients, et notamment, pour les diabétiques, c'était assez facile, l'association de patients était assez dynamique sur le département. Pour les personnes en situation d'obésité, on n'a pas d'association de patients, mais c'est un vrai manque. Et puis, pour Rocker, on a pu s'appuyer aussi beaucoup sur l'association Cœur et Santé, qui est une filiale de la Fédération française de cardiologie. Donc l'autre mission dont je vous parlais tout à l'heure, c'est depuis 2019 la tenue de la coordination départementale de l'éducation thérapeutique pour le département du Cher. Alors là, on est toujours dans l'éducation thérapeutique, mais cette fois, c'est de permettre de développer, alors nous on développe un intra, mais c'est aussi de permettre aux équipes, aux professionnels, aux associations, de développer l'éducation thérapeutique pour tout malade chronique, puisque voilà, aujourd'hui on sait que c'est inscrit dans la loi de Patients Santé et Territoire depuis 2009, et donc tout malade chronique devrait pouvoir avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique au moins une fois dans sa vie, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Voilà. La diapo suivante. Alors j'ai repris un petit peu la définition d'éducation thérapeutique. Alors effectivement elle est un peu longue, c'est la définition de l'OMS qui date de 1996. Qu'est-ce que c'est que cette éducation thérapeutique? C'est pour permettre aux patients finalement de comprendre la maladie et les traitements, et puis je dirais d'apprendre à mieux vivre avec et d'être plus autonome. Donc on considère que l'éducation thérapeutique, ça fait partie intégrante des soins, et de façon permanente. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, c'est-à-dire que ça ne s'attache pas uniquement à la partie traitement, à la partie soins. Donc pour informer les patients, qu'ils soient conscients de leur maladie, des soins, d'organisation, des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé. Ça comprend également l'entourage, c'est-à-dire que ça inclut les familles pour les aider aussi à accompagner ces patients. Et donc c'est un processus continu, donc qui leur permet d'acquérir des compétences, la diapo suivante, des compétences qui sont réparties en deux catégories, des compétences d'auto-soin qui vont correspondre finalement à comprendre la maladie, prendre son traitement, manger de façon équilibrée et adaptée, ça peut être également pratiquer une activité physique, et puis la mobilisation, l'acquisition de compétences d'adaptation. Donc c'est le savoir-être face à des situations, savoir-être dans la vie courante, avec la maladie chronique.
C'est souvent un énorme bouleversement dans la vie des gens. Et donc du coup, très beau en fait. Tout bien. Et du coup, ça aussi, il faut que les patients puissent avoir une possibilité de comprendre mieux les choses. On ne va pas tout vous détailler, permet par exemple de soulager les symptômes, prendre en compte les résultats de l'autosurveillance, parce que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette autosurveillance qui va être télétransmise, finalement, elle peut être aussi prise en compte par le patient lui-même, qui peut déjà se dire « Ah mince, il y a quelque chose qui ne va pas. » Bon, voilà. S'il est informé, il peut savoir de lui-même, peut-être appeler son médecin traitant en disant « Oula, j'ai mes résultats, là, c'est pas très bon, j'ai pris du poids, etc. Ma tension a bougé. Est-ce que je peux vous voir pour réajuster ?» Voilà. Ça sert à ça, l'éducation thérapeutique. Résoudre des problèmes, prendre des décisions, et puis aller aux urgences si on le juge, quoi. Enfin, voilà, si le patient le juge. La diapo suivante. Donc la naissance de Rocker, la naissance de Rocker, donc c'était la rencontre en avril ou en mai, je ne sais plus, l'année dernière, de M. Furiès, qui est venu nous voir en nous disant, voilà, on a un projet, télésurveillance, insuffisance cardiaque, mais on parle de mettre en place à côté de ça, en parallèle, un programme de protection thérapeutique. Moi, je ne sais pas faire. On m'a dit que peut-être la coordination territoriale de l'ETP pouvait nous aider. Donc, c'est ce qu'on a commencé d'abord à réfléchir un petit peu comment on pouvait faire. Et puis, finalement, on s'est dit que Caramel, finalement, s'est positionné pour prendre en main ce programme, puisque il n'y avait pas d'autres candidats, tout simplement. Donc, on a créé un groupe de travail pluridisciplinaire, ville-hôpital, avec une équipe de télésurveillance, avec des membres de l'équipe de Caramel, avec des représentants de l'association Cœur et Santé, avec une pharmacienne d'officine et le GDOS, comité départemental olympique et sportif du Cher. Donc pour qui? Pour les malades insuffisants cardiaques pris en charge dans le cadre de la télésurveillance insuffisance cardiaque, mais en fait on s'est dit pourquoi pas les autres? C'est pas parce qu'ils ne bénéficient pas de la télésurveillance, parce qu'ils ne sont pas éligibles, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que je ne sais pas quoi, que les autres n'auraient pas la possibilité d'accéder à ce programme. Donc du coup on s'est dit voilà, tous peuvent accéder au programme d'éducation thérapeutique. Et donc, on a construit ce projet. Alors, on l'a construit, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a des autres programmes d'éducation thérapeutique à Caramel. On est sur l'ensemble du département. On a essayé de déployer l'offre sur tout le département, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de venir à Bourges. On vient à Vierzon, on va à Sancerre, on va à Saint-Amand, on va à Richemont, on va à Baugy, enfin, voilà. On va à plein d'endroits sur le département. Et donc, c'est nous qui nous déplaçons pour que les patients ne soient pas obligés de venir à nous et soient pas obligés d'avoir trop de déplacements pour avoir accès à cette éducation thérapeutique. On a construit notre équipe d'intervenants. Donc, on avait une équipe déjà formée à l'éducation thérapeutique au sein de Caramel. Donc, c'est un recrutement interne, mais c'était la coordinatrice du programme. Au départ, c'est moi qui ai géré ça, mais aujourd'hui, je n'y arrive plus. Donc, du coup, on a une de nos intervenantes qui a pris cette coordination et qui est en train de la prendre en main, une diététicienne, une art thérapeute qui ont pu augmenter leur temps pour pouvoir animer ces ateliers. Et puis en recrutement externe, on a un coordinateur médical, M. Duriez, une infirmière, on a recruté une infirmière, on a un prof d'APA du BEUS, une pharmacienne, et il nous manque une psychologue, et c'est un appel. Si vous connaissez une psychologue, ou un psychologue bien sûr, ce sera avec grand plaisir si il ou elle souhaite travailler. Et donc on a déclaré, puisque c'est obligatoire, ça fait partie du cahier des charges, donc on a déclaré ce programme à l'ARS, Centre Val de Loire, qui l'a validé, et donc du coup c'est parti. La suivante. Alors comment ça se passe? Alors, pas très lisible, je m'en doutais un peu, mais voilà. Donc le patient, comment il arrive? Il peut être adressé dans le cadre de la télésurveillance insuffisance cardiaque. En général, il n'est pas rencontré, mais ce n'est pas la seule. Ça peut être son médecin traitant, ça peut être son cardiologue, ça peut être n'importe quel professionnel de santé, finalement, qui gravite autour du patient, qui nous adresse le patient à l'association. Alors, il y a un bulletin d'inscription qui est téléchargeable sur le site internet. Je vous en ai apporté quelques-uns, je ne sais pas où ils sont, mais je vais les sortir tout à l'heure.
Et donc la première étape, ça va être de rencontrer le patient donc pour faire le premier entretien d'éducation partagée initiale, de son nom. Et cet entretien finalement va permettre de découvrir un petit peu le patient, de savoir quelles sont ses attentes, ses besoins, ses difficultés, ses leviers aussi, hein, ce qui va permettre de faire les choses. Et puis on va déterminer avec lui des objectifs. Voilà. Peut-être que l'objectif ce sera d'apprendre de manger moins salé. Et c'est vrai qu'une feuille de régime sans sel, comme on peut parfois le recevoir, donner aux patients, souvent ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on peut dire ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Mais c'est interdit, en général, au bout d'un moment, on passe le papier, on met à la poubelle, on laisse tomber, c'est pas possible. Donc on va plutôt être sûr comment faire manger moins salé, manger de façon adaptée moins salé, mais tout en faisant de façon agréable. Donc, par exemple, il y aura des ateliers diététiques et culinaires pour apprendre ça. En gros, le programme va proposer aux patients, alors j'ai mis 4 à 5 ateliers, ça c'est ce qu'on va retrouver dans les textes, mais nous on a pris le parti à caramel, de proposer autant d'ateliers que le patient souhaite. C'est-à-dire que s'il veut faire 2 ou 3 ateliers, un sur l'alimentation, un sur l'activité physique, et ben, il en fait 2. S'il veut en faire beaucoup plus, on lui offre la possibilité d'en faire plus, en fonction de ses besoins. Au bout de 6 mois, 1 an, on fera une évaluation avec lui pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, si les objectifs qu'il avait été fixés avec lui et pas pour lui ont été atteints. S'ils sont atteints, il peut sortir du programme. S'ils sont pas atteints ou partiellement atteints, ou s'il estime qu'il a besoin de continuer, il va finalement reprendre un cycle de programme avec de nouveaux ateliers en fonction de ses besoins. La diapo suivante. C'est pas beau. Et donc voilà le détail des ateliers. Donc le bilan d'éducation partagée initiale qui est donc un temps individuel en présentiel avec une infirmière. Ensuite, donc les ateliers qui sont soit animés par la pharmacienne, soit par l'infirmière, qui sont vraiment axés sur le traitement, les médicaments, la compréhension de la maladie et des récidives. Les ateliers diététiques et culinaires, donc ce sera d'une part des ateliers un peu théoriques, autour avec des emballages pour repérer les produits les plus salés, par exemple, notamment dans les produits industriels. Ça va être également l'équilibre alimentaire, qui va être traité de façon la plus ludique possible, mais ça va être aussi des ateliers cuisine, parce qu'il n'y a rien de tel que de cuisiner, de faire des courses, que de cuisiner et de goûter, et de se rendre compte que finalement on peut manger sans sel, mais ça peut être bon malgré tout. Parce que si on dit non, mais mangez donc sans sel, ne vous inquiétez pas, on s'y fait. Je sais pas, vous allez peut-être tous essayer, mais c'est pas si évident que ça. Le faire, le vivre et le pratiquer, et l'échanger avec d'autres qui ont peut-être une certaine expérience, que ça aussi, le fait de partager entre patients des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, permet à chacun en fait, d'évoluer par rapport à sa maladie. L'activité physique, dans toutes les maladies chroniques, l'activité physique c'est vraiment quelque chose d'indispensable. On en parle de plus en plus aujourd'hui, l'éducation thérapeutique, l'ARS et puis les recommandations nous disent l'éducation thérapeutique ça doit être absolument, l'activité physique doit être absolument intégrée à l'éducation thérapeutique systématiquement, donc c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc, même bien sûr que cette activité physique soit adaptée, et donc, du coup c'est pour ça qu'on a les compétences d'une prof d'activité physique adaptée, qui va permettre finalement d'abord d'évaluer avec le patient sa condition physique, c'est-à-dire que ça va être des petits tests pendant une demi-heure où on va tester les forces musculaires, la résistance, on va faire un parcours de 6 minutes à pied, etc. On va faire des petites mesures. C'est des choses simples et accessibles. Le patient fait ce qu'il peut. On note sur un petit graphique, j'en ai pas là, mais un petit graphique un petit peu où on a le patient. On va adapter finalement les séances suivantes par rapport à la situation où il est. Et puis on va remesurer au bout de 6 mois, 1 an, pareil, où est-ce qu'il en est, s'il a fait des progrès, s'il se sent mieux, s'il est plus facile pour lui de bouger. Voilà. Alors, dans l'activité physique, dans les séances, on va proposer de la gymnase, de la marche, de la piscine, même de la danse. L'art-thérapie, donc là on est plus sur les compétences
psychosocial, c'est-à-dire vivre avec, améliorer l'estime de soi. On sait très bien que toute maladie chronique a tendance à introvertir, hein, à renfermer les gens sur eux-mêmes. Hein. Manger sans sel, eh bien, ça empêche de manger, de manger, par exemple, aller manger au restaurant. Si on veut vraiment faire son régime, c'est pas facile. Et donc, du coup, les gens ont un peu tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Donc, au niveau de l'art-thérapie, on travaille sur la création artistique pour aider les patients, finalement, à s'exprimer, exprimer leurs pensées au travers de ces activités artistiques. On a des ateliers partage d'expériences, groupe de parole, on va dire. Donc, pour l'instant, on n'est pas des psychologues. Enfin, on en a une, mais elle ne peut pas être partout. Et du coup, on a aussi la possibilité d'accompagner sur des courtes durées, avec des suivis psychologiques de courte durée par rapport au vécu de la maladie. On n'est pas là pour traiter des maladies psychiatriques, bien évidemment, mais plutôt d'accompagner sur le vécu de avec la maladie chronique. Et puis on fera un bilan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 6 mois, 1 an, ça dépend du patient. Et puis, en général, ça dure un petit peu moins longtemps ce bilan, hein. C'est de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, ça dépend des patients. Diapo suivante. Alors, l'exemple, par exemple là, pour le mois d'avril, donc on démarre aussi, nous aussi on démarre. Il fallait que la télésurveillance démarre. Nous, on a démarré après. Donc, on n'a pour l'instant pas encore développé beaucoup d'ateliers et on les a essentiellement développés sur Bourges. Mais dès lors qu'on aura des patients dans d'autres secteurs, et j'espère à Vierzon prochainement, eh bien, on développera des ateliers à Vierzon comme on a fait à Bourges et ainsi de suite sur le département. Donc, par exemple, vous avez un atelier pluridisciplinaire qui associe l'art-thérapeute avec l'infirmière pour aider à l'expression du vécu de la maladie. On a donc les ateliers d'activité physique adaptée qui ont lieu une fois par semaine, tous les mercredis matin. La pharmacienne qui propose donc un atelier sur le traitement, la prise du traitement, les médicaments, qu'est-ce que c'est, comment ça agit, etc. Et puis un atelier sur l'équilibre alimentaire, et puis prochainement on va proposer un atelier cuisine. Voilà. Diapo suivante. Voilà, et donc ce programme, alors il est référencé, j'en profite d'être là aujourd'hui, sur le site Prévaloir, qui est le site qui a été créé par la coordination, les coordinations départementales et la coordination régionale de l'éducation thérapeutique, qui est un site qui est entièrement dédié à l'éducation thérapeutique en région Centre-Val de Loire. Et donc chaque programme d'éducation thérapeutique, chaque accompagnement est référencé sur ce site. Il y a une cartographie, il suffit de taper la maladie chronique et de taper à peu près la zone géographique dans laquelle on souhaite trouver un programme existant. Et donc vous allez retrouver tous les programmes existants. Donc Procker bien sûr y est, mais il y aura tous les programmes notamment qui sont développés à l'hôpital de Vierzon, ceux de Bourges, Caramel et les autres, et puis tout ce qui se passe aussi dans la région. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, ça va être tout, ça va être la dernière demande. Voilà, merci. Je peux répondre à vos questions. Bon, il est temps. Alors moi j'ai juste, c'est moi qui je vais vous poser une question, et je ne sais pas si vous pourriez y répondre parce que je pense que c'est une vraie difficulté. C'est pas... Je pense que tout le monde peut être convaincu de l'intérêt de l'éducation thérapeutique, mais ce qui est difficile, c'est toujours la question de comment je fais, comment je prends le temps, comment je trouve le temps pour déjà expliquer aux patients, parce que déjà il faut soi-même être à l'aise avec cette notion pour pouvoir expliquer aux patients qu'est-ce que c'est et ce que ça pourra lui permettre d'avoir. Et en plus trouver le temps de le faire, parce que je sais que voilà, on est tous... c'est pour tout le monde la course au temps. Et du coup, voilà, si vous avez des idées, si vous avez des techniques, moi je suis preneuse pour pouvoir y réfléchir, et pouvoir essayer de diffuser une espèce de guide pour les professionnels pour qu'ils puissent plus facilement finalement proposer l'éducation thérapeutique à leurs patients. Ça augmente l'espérance de vie, l'éducation thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque.
Alors ça augmente l'espérance de vie parce que justement ça permet finalement d'agir finalement sur sa santé. On est dans la prévention primaire, la prévention des complications. Oui, forcément. Toujours. Donc dès l'instant où on prévient, on met en place des choses pour prévenir les complications parce qu'on prend mieux son traitement, parce qu'on a une alimentation mieux adaptée, parce qu'on a une activité physique régulière. Ça c'est le bon sens. Après, est-ce qu'il y a des études qui le prouvent? Alors l'éducation thérapeutique, on a prouvé que c'était 100% efficace sur toutes les maladies chroniques. Quand on regarde, je prendrai juste l'exemple de l'activité physique, on a des taux d'efficacité qui sont largement supérieurs à ceux des plus grands médicaments. Avec l'hygiène de vie et l'activité physique en particulier, c'est impressionnant. Impressionnant. On arrive à mettre un médicament sur le marché quand il augmente le pronostic de 10 à 15%. On considère qu'un bon médicament, c'est 25%. Il n'y en a pas beaucoup qui vont au-delà. Rien que l'activité physique, c'est plus de 70% d'amélioration du pronostic. Y compris contre le cancer. Oui, c'est et général. l'hygiène de vie, c'est comme le reste, c'est l'activité physique. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça, moi j'étais un médecin de soins, passionné, voire staccanoviste. Mais j'ai toujours regretté de ne pas avoir le temps de faire l'éducation thérapeutique parce que c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Alors, moi, ce que j'aime dans le système Carmel, c'est qu'en fait, nous, on fait notre accompagnement thérapeutique, mais quand on veut envoyer un patient vers Carmel, on lui explique à peu près ce qu'on lui explique ce que c'est, on lui dit que rien ne l'oblige. Il y a une consultation au départ qui n'engage à rien, en fait. Vous faites le diagnostic des besoins du patient, vous mettez en place avec lui, s'il accepte, un programme qu'il a choisi avec vous. C'est extrêmement séduisant. Donc c'est un numéro, c'est convaincre le patient, et ça se fait en 1 minute, voire 2. Et après c'est un numéro de téléphone, et vous vous occupez de tout, y compris de vous déplacer dans le Cher. Je trouve que... On va jusqu'à, dans certains cas, lorsque vraiment la personne ne peut pas se déplacer, aller faire des séances éducatives à domicile chez lui. Ce que je n'ai pas pensé de vous dire non plus dans ma présentation, c'est qu'à tout moment, alors par exemple, lorsque le bilan d'éducation partagée donc initial est réalisé, il y a une synthèse qui est faite, et cette synthèse, il y a le médecin traitant, à minimum le médecin traitant, reçoit la synthèse du bilan éducatif, donc il est informé, il sait où en est son patient. En général, si le patient est d'accord, on propose aussi d'adresser, alors ça c'est nous qui le faisons, d'adresser la synthèse au cardiologue, à l'infirmière libérale, au pharmacien, enfin à qui il veut. Donc on transmet effectivement ce bilan, et régulièrement, à chaque fois qu'on fait un bilan, on va transmettre la synthèse du bilan aux professionnels de santé qui gardent bien sûr tout leur rôle et toute leur activité, enfin toute leur prise en soin du patient. On n'est pas là pour faire, on ne fait strictement aucun soin, c'est pas notre mission et c'est pas notre but. C'est uniquement une partie, une action éducative pour le patient, pour l'aider finalement à mieux vivre avec la maladie. Puis finalement, je pense qu'on peut dire que à terme, ça aide aussi les professionnels, parce que lorsque le patient est mieux informé sur sa maladie, c'est mieux agir sur sa maladie. Finalement, on recentre plus sur le traitement, les symptômes, etc. Et donc, c'est aussi plus facile de l'accompagner. Il existe pour nous, les infirmières, de toute façon, les médecins peuvent nous prescrire une surveillance thérapeutique, un apprentissage thérapeutique en même temps, que ce soit pour le diabète ou autre chose, pour apprendre les patients et les aider. Donc, ça aide. Tout à fait. Et après, au bout d'un moment, nous, ça nous est arrivé à plusieurs patients, ils sont autonomes, on les laisse tranquilles et puis c'est bon. Mais par contre, c'est bien de temps en temps d'aller contrôler, parce que des fois, on a des sortes de gens. Là, vous avez oublié ça. On a un petit peu oublié des fois. Parce qu'ils apprennent qu'avec le temps, ça bouge pas, puis à un moment donné, ça bouge et ils sont perdus parce qu'ils n'ont plus les notions, ils n'ont plus de contact. On y retourne. Et puis la maladie, elle évolue. Aussi. Elle évolue au fil du temps, parce qu'en général, ça ne remonte jamais quand même. Voilà.
se stabilise, bon, ça s'équilibre, ça dépend des pathologies, mais malheureusement ça évolue toujours vers un moins bien, même si le patient fait tout ce qu'il peut pour que ça n'arrive pas. Bon, voilà. Mais effectivement, et puis il y a des événements de la vie qui ont une grosse influence sur l'équilibre de la maladie chronique. Alors, c'est très fréquent sur le diabète, mais on retrouve ça dans presque toutes les maladies chroniques. Et donc du coup, souvent, c'est là qu'il faut être vigilant et de reprendre éventuellement un programme qui a été fait il y a peut-être 2-3 ans ou plus. Nous, ça nous arrive régulièrement, des gens qui nous rappellent en disant « Ah mais là, il faut que je revienne parce que là, je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis, j'arrive plus à gérer, j'ai besoin de revoir un certain nombre de choses. » Et donc du coup, on reprend de façon différente, adaptée à la situation du moment. Et donc du coup, ça aide le patient à reprendre pied et à nouveau se reprendre. Et comme vous avez dit à juste titre à l'éducation thérapeutique, là ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des programmes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on va aborder un certain nombre de choses. L'alimentation, l'activité physique, le traitement, les compétences psychosociales. Alors, pour les diabétiques, on va proposer de la sophro, on va proposer de la méditation, on va proposer un peu de choses complémentaires qui sont finalement des thérapies non médicamenteuses, mais qui ont prouvé leur efficacité et qui sont complémentaires du traitement. Donc on a un programme pluridisciplinaire structuré, mais les actions, ce qu'on appelle les actions ciblées d'éducation thérapeutique, vos actions infirmières notamment, éducatives, ont un rôle important à jouer. On n'est pas obligé de mettre le patient dans un programme pour que tout aille bien. Ça peut être très ciblé sur telle ou telle problématique. Ça peut être aussi adresser le patient à la diététicienne en libéral, qui va parce qu'il y a juste le problème de l'alimentation à gérer et qu'il n'y a pas besoin de forcément intégrer un programme complet pour gérer les choses. Donc l'éducation thérapeutique, il y a effectivement les programmes qui sont déclarés, qui sont pluridisciplinaires, etc. Mais il y a aussi des actions ciblées. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les actions d'accompagnement qui vont être pas déclarées à l'ARS, c'est-à-dire que ça va pouvoir se faire un peu comme ça. Et souvent, c'est le travail que font les associations de patients, et notamment l'association Cœur et Santé. Alors je ne sais pas s'ils viennent sur Vierzon, mais je sais que sur Bourges, ils vont par exemple proposer toutes les semaines 2 séances d'activité physique. Donc ça n'a rien de... Voilà. Mais ils vont accompagner, ils vont proposer une séance de gymnastique douce et proposer une séance... une randonnée, donc de la randonnée, ils sont entre pairs, entre patients, et donc ils vont s'entraider et s'autogérer entre eux. Voilà. Parfois il faut appeler un professionnel, je ne trouve pas. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'éducation thérapeutique et de l'accompagnement des malades chroniques. Et comment vous incluez les familles dans l'éducation thérapeutique ? Ils sont invités à venir, alors c'est évidemment avec l'accord du patient, mais si le patient, en tout cas Caramel c'est le cas, si le patient veut venir accompagner, alors je pense surtout par exemple, pour vous donner un exemple concret, un monsieur insuffisant cardiaque qui ne cuisine pas, qui ne prépare pas les repas, si on lui propose de faire un atelier culinaire, il va être content, il va manger, il va bien manger, enfin bon voilà, mais il est rentré à la maison, il ne saura pas forcément redire à son épouse, etc. Alors que là, si le conjoint vient, en fait, les deux vont pouvoir bénéficier des choses et s'entraider ou retrouver à domicile. Donc c'est comme ça que voilà. C'est important de pouvoir accueillir l'entourage, que ce soit en collectif ou en individu. Puis c'est rassurant aussi pour l'entourage. Oui. Et que l'entourage se sente acteur de la situation, c'est bien aussi. Voilà. Alors des fois, c'est un peu... Ça peut être chaud. On n'est pas là pour gérer les conflits. En public. C'est pas du tout notre note. Je vous ai apporté quelques plaquettes, je vais les sortir, elles sont là-bas je crois. Quelques plaquettes que vous pouvez éventuellement remettre aux patients qui donnent quelques informations et les coordonnées. Et puis il y a un bulletin d'inscription, alors soit vous pouvez nous les demander, ou bien vous pouvez les télécharger sur le site internet de Caramel. Donc il y a tous les bulletins d'inscription et toutes les plaquettes qui correspondent aux 4 programmes. Ils sont disponibles en ligne. C'est une lumière concrète sur les avant pour l'instant, il n'y a pas d'atelier, c'est de l'accompagnement de groupe que vous proposez.
Pour les insuffisants cardiaques. Oui. Alors pas sur Vierzon pour l'instant parce qu'on n'a personne masqué à Vierzon. Mais quand on aura des patients masqués à Vierzon, bien évidemment, on fera et du complément individuel à Vierzon comme on fait à Bourges pour l'instant. Donc là, on est dans la phase de montée en charge en fait. L'équipe est prête et du coup, oui, on fait pas mal de choses. On fait aussi beaucoup de communication. On suit Monsieur Duriez et son équipe. Voilà. On est en contact aussi souvent avec l'équipe et du coup, on est aussi sur cette phase de communication, de montée en charge avant de prendre en charge les patients. On a déjà des patients. On a déjà des ateliers qui ont été faits. Et vous parlez des critères d'exclusion par rapport à, je pense que tout à l'heure, M. Duriez, par rapport au trouble intellectuel, mais s'il y a un accompagnement libéral ou institutionnel, est-ce que ça pose vraiment un problème? Alors, il y a la possibilité de faire un accompagnement au départ, mais ça dure 2 semaines, quoi. Si on prend des patients parfois qu'on sent un peu juste, et quand on voit que l'environnement, par exemple familial, ça nous arrive souvent sur l'épouse, sur les enfants, etc., qui aident à lancer le processus. Hein. On a un deuxième système qui est par les infirmières libérales. On fait une prescription, je ne sais plus comment ça s'appelle, aide à la mise en place d'un nouveau traitement. Alors c'est pas tout à fait un nouveau traitement, la télésurance, mais c'est quand même le même principe. Ça passe. Mais vous me rassurez, je ne vais pas aller en prison. J'en ai fait une récemment. Et voilà. Mais on essaie de juger au départ quelqu'un qui n'arrive pas à monter sur la main, c'est un gros trou cognitif. Alors, même quand une épouse charger les dents avec un système à faire quotidiennement, vraiment c'est le facteur limitant. Oui. Mais ça nous arrive de prendre les gens un peu justes et on en a quelques-uns où ça se passe facilement. On essaie d'avoir le. Mais c'est vrai que quand on n'est pas, par exemple, il faut que le personnel soit très disponible pour. C'est pour ça que je me dis ce serait un peu dommage que je ne puisse pas. Il faut qu'ils soient disponibles parce qu'ils sont déjà bien occupés. Et ça prend un peu de temps quand même de faire monter quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas sa tête, qui va vouloir aller à gauche alors qu'il aille à droite, que la balance est à droite. Enfin, c'est compliqué. Alors, nous, ça va demander beaucoup de travail et de temps, je pense, et pour peut-être qu'au bout de 3 jours, on va nous dire non, quoi. Je pense que ça va être très compliqué en EHPAD avec des gens qui ont des troubles cognitifs ou. La limite aussi, c'est le questionnaire. Aussi, oui, parce qu'il faut que les répondent. Oui, bien sûr. Tout à fait, oui. La limite, c'est le questionnaire. Non, vraiment, le trouble cognitif, c'est ce qui nous a un peu plus. C'est pas impossible, c'est ça ma question. Oui, mais est-ce que c'est viable parce que est-ce que c'est viable sur le long terme, quoi? Est-ce qu'on va mobiliser un entourage? L'année dernière, on ne peut pas spécifiquement le faire au long cours. C'est vrai que on essaie d'être large, mais quand vraiment on voit que ça. C'est aussi pour ça qu'on essaie chez les hospitalisés de leur faire une période d'essai, ça nous permet de voir que bon, c'est pas la peine. Non, je pense que c'est assez difficile de maintenir, ce serait assez difficile de maintenir une télésurveillance au long cours avec une aide externe. On a quelques épouses bienveillantes, Oui, des gens qui ont des troubles cognitifs limités, surtout les femmes. Et ça se passe très bien. Mais un véritable dépendant pour les dents, c'est déjà terrible. Rajouter la télésurveillance, moi je trouve que c'est un point en plus pour les dents. C'est excessif. C'est vrai que c'est dommage parce que souvent il y a les deux, quoi. Mais on n'en a pas tant que ça des troubles cognitifs. Alors, au départ, je voulais aller prospecter quelque chose à Taïwan, mais j'ai renoncé. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail à un docteur Sylvie Gondet, c'est ça, non? Je sais plus. Et je n'ai pas eu de retour, et je pense qu'elle est d'accord avec moi. On va les charger, le personnel soignant ne va pas s'en sortir. J'avais pensé aussi aux EHPAD, mais vu notre première expérience, j'ai renoncé. Après, bon, c'est des cas individuels, on verra, mais
c'est quand même le principal facteur limitant. Et pour l'ETP Le TP, c'est pareil. Alors, on peut toujours essayer d'éduquer les gens, mais effectivement, il y a un minimum. Alors, ça dépend ce que c'est, parce que tout le monde mange. Du coup, effectivement, quelqu'un qui est vraiment en institution où on lui apporte ses repas, où on lui propose peut-être de la kiné ou je sais pas quoi, l'éducation thérapeutique, ça ne va rien apporter de plus, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'à domicile, même quelqu'un qui va être en difficulté, l'aidant peut effectivement bénéficier de l'éducation thérapeutique. On éduque les aidants dans le cadre des enfants, les parents sont des aidants, et du coup, on s'occupe des aidants, bien évidemment. On a par exemple, alors c'est pas dans l'insuffisance cardiaque, parce que pour l'instant on n'a pas assez de recul, mais on travaille avec le GIDIF, on fait des ateliers pour des personnes qui sont en situation de handicap et donc qui fonctionnent. Bien sûr, il faut s'adapter, on ne va pas utiliser les mêmes outils, on ne va pas faire de la même manière, on va s'adapter à leur situation, à leurs besoins, mais on peut toujours faire de l'éducation thérapeutique. C'est même, je dirais, le cœur de l'éducation thérapeutique, c'est l'adaptation. L'adaptation finalement au patient. C'est pas le patient qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à lui. Et ça, quand on arrive à faire ça, on n'arrive pas à le faire à 100% des cas, bien sûr, mais on peut faire pas mal de choses quand même. C'est possible.